Bonjour Xavier Pied-Chazic, merci. Merci d'être avec nous cet après-midi au Paris Zéro Carbone. Vous êtes le président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. On va évoquer ensemble la course contre la montre qui attend le système électrique pour vraiment répondre aux enjeux climatiques. Mais avant ça, je voulais remonter un tout petit peu dans le temps, revenir à l'année dernière. Vous étiez déjà présent avec nous. Et le contexte était très différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le parc nucléaire connaissait une indisponibilité historique. Je m'en souviens très bien. Le spectre de potentielles coupures d'électricité était réellement là. Et vous nous présentiez du coup l'application EcoWatt. Vous nous encouragez aux éco-gestes à diminuer notre chauffage de quelques degrés. Mais vous aviez aussi ce message-là. Ces gestes de sobriété doivent s'inscrire dans la durée. Mais dans le même temps, depuis quelques mois, on a cette petite musique qui nous dit la consommation électrique, elle, va augmenter considérablement au cours des prochaines années, de l'ordre de 34% d'ici 2035. Donc on a ces deux messages qui peuvent prêter un petit peu à confusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait cette sorte de bascule qu'il va y avoir ? Oui, c'est vrai que ça prête à confusion. Je vais prendre quelques secondes pour revenir sur les principaux paramètres. Déjà, nous, on ne dit pas que la consommation d'électricité, elle va augmenter à tous les coups. Nous disons que si nous voulons nous décarboner, alors il faut basculer des usages du pétrole et du gaz vers l'électricité. Et à ce moment-là, notre consommation, elle va croître. C'est ça qu'on dit. C'est que si on veut se décarboner, il faut passer par là. On n'est pas Madame Irma, on ne fait pas de prédiction. Voilà. Mais si on veut atteindre notamment notre jalon du Fit for 55, il faut qu'on s'électrifie vite. Est-ce qu'on va le faire vite ? Je le souhaite, mais j'en ai pas la garantie. Voilà. Donc ça, c'est pour la consommation en tendance. L'an dernier, on a parlé sobriété parce qu'il fallait qu'on passe une crise. Et c'est vrai que cette crise, elle tombait mal, parce qu'au moment où on appelle les Français à s'électrifier, le fait qu'on donne l'image que le secteur électrique qui peut être pénurique, c'est un problème. Et il faut qu'on se débarrasse de ça. Il ne faut pas que le système électrique soit pénurique et qu'il donne l'impression qu'on manque d'électricité. Alors cette année, ça va d'ailleurs beaucoup mieux. Après, ce sera plus facile de couvrir notre consommation d'électricité, que j'espère croissante, si on est sobre au sens de la chasse au gaspillage. Déjà parce que ça nous fera donc économiser de l'argent sur la facture. Et ensuite, c'est plus simple pour le système électrique que cette consommation, cette hausse de la consommation soit maîtrisée. Donc, lorsqu'on parle de sobriété, il faut déjà qu'on en parle pour les hydrocarbures, hein, donc pour le pétrole et pour le gaz. C'est d'abord là qu'il faut être sobre, 1. 2, c'est vrai qu'il y a de grands avantages à ce qu'on bascule vers l'électricité. Et une fois qu'on arrive dans le monde de l'électricité, là, il faut qu'on se mette à faire de la chasse au gaspillage. Enfin, c'est très simple hein, pour les ménages. C'est mettre des LED, c'est bien régler son chauffe-eau et c'est bien régler son chauffage. Ça suffit. C'est de cette sobriété-là dont on parle. Donc, ce n'est pas la privation, ce n'est pas la pénurie. Et je crois que collectivement, je sais qu'il y a dans la salle des élus, il ne faut pas qu'on donne une représentation du monde électrifié qui ne soit pas un monde de confort. Il faut qu'on assume le fait que la société de demain peut être décarbonée, elle peut être électrifiée et ça peut être une société de confort et non pas une société de privation. Et donc du coup, dans votre scénario central, la consommation électrique pourrait atteindre 615 TWh par an contre 460 à peu près aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Parce que ce monde électrique, il ne se gère pas pareil que ce qu'on a actuellement. Ça va impliquer plus de flexibilité, notamment du côté des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et concrètement nous donner quelques exemples pour qu'on puisse se projeter ? Oui, aujourd'hui, la France, elle consomme 63% de fossiles. C'est beaucoup du pétrole. Et en fait, l'avantage du gaz et du pétrole, c'est que ça se stocke facilement. Pour l'électricité, ça se stocke aussi parce qu'on a tous un iPhone dans la poche ou un smartphone pour ne pas faire de publicité. Et ça stocke de l'énergie, il y a une batterie. Mais ce stockage d'électricité, c'est cher. Voilà. Et on n'a pas trouvé aujourd'hui des moyens de stocker massivement l'électricité de manière pas chère. Alors que le pétrole et les gaz, ça se stocke assez facilement. Donc,
si on arrive à basculer dans un monde électrique, il faut qu'on intègre les paramètres du système électrique. Et donc, les paramètres du système électrique, c'est qu'il y a des bosses et des creux. Donc, il y a des pointes de consommation et il y a des creux. Et en fait, notre enjeu, c'est que cette courbe soit pas trop pointue. Parce que, bien évidemment, s'il y a des pointes électriques qui sont très hautes, il faut qu'on dimensionne le système électrique pour couvrir ces pointes très hautes, pour qu'il n'y ait pas de coupure. Et bien évidemment, c'est plus cher. Donc, en fait, l'enjeu de la bascule dans le système électrique, c'est la flexibilité, c'est d'apprendre à moduler ses consommations pour qu'il n'y ait pas trop de bosses et pas trop de creux. Et donc, moduler sa consommation, c'est faire attention à la pointe de consommation à 19h00 chaque hiver, parce que c'est vrai que c'est le moment où toute la France concentre les usages électriques au même moment. Il y a beaucoup d'usines qui fonctionnent encore. Il y a tous les commerces qui sont encore ouverts, même s'ils sont en train d'être fermés. Et il y a déjà beaucoup de ménages qui sont chez eux, qui ont rallumé le chauffage et qui commencent à faire à manger. Voilà, donc ça c'est l'exemple concret. Et quand on appelle à la flexibilité, c'est ça, c'est de savoir que le monde de l'électricité, c'est un monde dans lequel il faudra qu'on apprenne à étaler nos consommations dans la journée. C'est facile à faire et ça se fait déjà. Ceux qui ont un ballon d'eau chaude chez eux et qui ont un abonnement heure pleine, heure creuse, ils savent déjà qu'on peut chauffer son ballon d'eau chaude la nuit sans impact sur la vie quotidienne. On sait aussi que quand on vit dans une maison, qu'on vit dans un appartement qui est bien chauffé, on n'est pas obligé de tirer du chauffage à fond entre 18h45 et 19h15. Donc, les signaux prix pourront jouer aussi sur cette flexibilité pour les ménages. Alors oui, il faudra qu'on se pose la question des signaux prix. Aujourd'hui, les signaux prix, ils portent beaucoup sur les entreprises, ils portent pas du tout sur les ménages, à part ceux qui sont dans un abonnement heure pleine, heure creuse. Et donc, il faudra qu'on développe ça parce qu'il faudra qu'on ajoute de l'incitation économique à l'engagement moral à ce que cette consommation d'électricité puisse être un peu plus modulée qu'aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'on parle de rien. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 15 millions de clients, que ce soit TPE ou particuliers, qui ont un abonnement heure pleine, heure creuse. C'est le premier moyen de moduler et ça marche très bien. Il faut qu'on développe ça. Mais il y a aussi beaucoup de ménages qui sont au tarif bleu de base. Et là, c'est vrai qu'il faudra qu'on pense à des incitations, sans oublier que toutes les consommations ne sont pas pilotables et qu'il ne faut pas qu'on mette davantage de Français en difficulté sur leur capacité à payer d'énergie qu'il y en a déjà. Et vous savez qu'il y a déjà trop de précaires énergétiques. Donc, c'est quelque chose à bien régler. Bien sûr, je voulais aborder aussi une question. Il y a pas mal d'élus dans la salle et qui nous regardent. Comment les villes, quel rôle elles peuvent jouer justement pour donner envie, rendre cette bascule plus désirable finalement? Alors sur la ville, on peut dire deux choses, enfin plus que deux choses, mais je vais vous dire que deux choses. On essaye de parler de la neutralité carbone, c'est un peu désincarné. En ville, la mobilité qui est électrique, pardon, ça a coupé. Et on pourrait tout à fait donner à voir une ville avec des voitures électriques. C'est une ville dans laquelle il y a beaucoup moins de pollution de l'air. Et c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de bruit. Imaginez-vous prendre un café à une terrasse. Le jour où toutes les voitures seront électriques, vous verrez, il y a une grande différence. Et on a vécu l'expérience pendant le Covid, même si on n'avait pas tellement le droit d'aller boire un café, à une terrasse. On a fait par ailleurs un sondage avec Ipsos auprès de 12 000 Français. Et on a vu qu'on avait un grave problème collectif. Les 2 tiers des Français qui vivent dans un habitat collectif, qui est plus efficace du point de vue énergétique, ont envie d'aller vivre en maison individuelle. Et 85% des gens qui vivent déjà en maison individuelle n'ont pas envie de retourner ou d'aller en habitat collectif. Voilà. Et ça, je veux dire que c'est un grave problème parce que l'idéal type de la ville pavillonnaire avec chacun sa voiture, c'est pas tellement neutralité carbone compatible. En tout cas, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et là, ça pose un problème de désir, d'envie. C'est qu'il faut qu'on arrive à construire des villes. Et donc, c'est une question d'urbanisme d'abord. Donc, ça, c'est dans la main des élus. Et puis, c'est une question d'architecture ensuite. Donc, ça, c'est dans la main des maîtres d'ouvrage
et des promoteurs, des maîtres d'ouvrage de la promotion, par exemple, et des maîtres d'œuvre, donc c'est les architectes, où là, il faut le dire, aujourd'hui, la majorité des Français a envie d'aller vivre dans de l'habitat peu dense, qui est assez peu compatible avec nos objectifs. Donc ça pose un problème d'envie, de représentation. Et moi, j'appelle à ce qu'on arrive à construire plus de représentation de la ville décarbonée, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a relativement peu de représentation mentale de ce que ça peut être. Or, nous savons que ça peut être un lieu sympathique, désirable, agréable, mais pour se construire une représentation mentale, il va falloir qu'on passe par des représentations visuelles. Et moi, je crois sincèrement qu'il faut qu'on bosse là-dessus. Donner à voir la ville décarbonée, c'est absolument essentiel pour que les Français aient envie d'y rester. Aujourd'hui, quand on fait des sondages, ils ont envie d'en partir, ou en tout cas, ils ont envie de se dédensifier. Et se dédensifier, c'est ne plus avoir accès au transport collectif massifié, et ça nous pose un problème structurel. Et je ne crois pas qu'on réglera ce problème par la pénurie d'offres, parce qu'en fait, la pénurie d'offres, c'est frustratoire. Et je crois qu'il faut que cette neutralité carbone, elle est suffisamment compliquée comme ça pour qu'en plus, on arrive à la faire avec des Français qui n'ont pas envie de la faire. Donc il faut qu'ils aient envie, et donc ça va passer par des représentations de la ville, de donner à voir, mais aussi faire en sorte que cette ville, elle soit désirable dans la pratique, et que lorsqu'on demande aux Français ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie comme habitat, ils nous répondent demain, plus qu'aujourd'hui, oui, j'ai envie d'aller vivre dans du collectif plus dense parce que je trouve ça sympathique. C'est juste ça, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Il y a un dernier point que je voulais évoquer avec vous qui est essentiel pour la transition énergétique et dont on entend moins parler, mais qui vous concerne directement. C'est le développement du réseau. Ça va demander de développer des nouvelles lignes électriques. Vous l'évoquiez devant les sénateurs il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus de pylônes, plus de lignes aériennes dans nos paysages? Et quid du coup de l'acceptabilité? Alors oui, si on se met sur le chemin de la carbonation, ça fait plus de consommation d'électricité. Donc pour couvrir cette consommation, il faut plus de production d'électricité qui peut s'importer de nos pays voisins frontaliers, mais qui pour l'essentiel va être produite en France. Donc ça fait plus de moyens de production d'électricité en France. Et entre cette plus grosse consommation, cette plus grosse production, il y aura un plus gros réseau. Donc oui, demain, si on veut se décarboner, ça veut dire que l'infrastructure énergétique, dont les pylônes, sera plus grosse. Alors ça veut dire beaucoup d'investissements. Ça veut dire beaucoup d'investissements pour tous ceux qui participent au système électrique. Ça veut dire des investissements pour les entreprises et pour les ménages qui se décarbonent, parce qu'il faut s'acheter une pompe à chaleur, parce qu'il faut s'acheter une voiture électrique. Et pour ça, c'est clair que les Français ont besoin d'aide. Ça concerne les entreprises, bien entendu. Ça concerne les gros moyens à mettre dans la production. Et donc, ça concerne les réseaux. Pour vous donner un ordre de grandeur, le volume d'investissement à faire dans les réseaux, que ce soit la distribution ou le transport d'électricité en France pour atteindre la neutralité carbone, est du même ordre de grandeur que le programme du nouveau nucléaire français si on construit 14 ou 15 EPR2. Donc, c'est absolument considérable. Ça se chiffre à combien du coup? Le précédent plan d'investissement pour RTE, c'était 33 milliards. Là, qu'est-ce que ça va être? On va doubler, tripler? Certains parlent de chiffres près de 100 milliards. Est-ce que c'est les bons ordres de grandeur? Alors, c'est des ordres de grandeur qu'on va confirmer au premier semestre 2024, parce que pour calculer un plan d'investissement, il faut avoir en tête la politique du gouvernement. Et pour ça, il fallait une PPE. Et la bonne nouvelle, c'est que la PPE a été publiée à la concertation. Donc maintenant que nous savons où souhaite aller le gouvernement français d'ici 2035, on va pouvoir chiffrer tout ça. Vous avez raison, c'est de cet ordre de grandeur-là d'ici 2040, voire 2045 pour le transport d'électricité. C'est du même ordre de grandeur pour la distribution. Donc vous voyez que c'est des volumes de milliards avec plusieurs zéros. Ça veut dire que nous avons besoin en France d'opérateurs qui sont solides du point de vue économique, parce que tout ça, c'est de la dette. Donc c'est de la dette qui est remboursable, c'est de la dette saine, mais c'est quand même de la dette, et donc il faut qu'on la porte. Le but, c'est bien évidemment que l'ensemble de ce système électrique demain
ne coûte pas plus cher aux Français au mégawattheure. Le système électrique français demain sera plus gros puisqu'il y aura plus de consommation, plus de production et plus de réseaux. Mais vu d'un Français, on se dispensera de la facture pétrolière et dans un second temps de la facture du gaz fossile. Donc c'est normal que la facture d'électricité augmente parce qu'on va consommer plus en volume. En revanche, notre enjeu collectif, c'est de contenir les coûts unitaires, c'est-à-dire de faire en sorte que le mégawattheure consommé en France soit du même ordre de grandeur demain qu'aujourd'hui. C'est ça qui va garantir l'incitation à ce que les ménages et les entreprises quittent les hydrocarbures et viennent vers l'électricité. Très bien, merci. Merci beaucoup Xavier Piéchazic. Merci d'avoir été avec nous. Je vois que le temps est écoulé. Je laisse tout de suite la place à César Arban qui va parler logement, îlots de chaleur et biodiversité. Merci à tous. Merci à vous.